Focus sur les tensions qui montent entre les États-Unis, la Colombie et surtout le Venezuela. Tensions sous couvert de lutte contre le narcotrafic. On est avec Gaspard Estrada. Bonjour, vous êtes membre de l'unité Sud Global de la London School of Economics and Political Science, la LSE, évidemment bien connue. On commence avec le Venezuela, avec Donald Trump, qui veut clairement la peau de Maduro. Quand je dis ça, c'est au sens strict. C'est-à-dire qu'on a appris dernièrement qu'il avait fait travailler la CIA pour éliminer Maduro. Il n'a pas fait de commentaires, mais enfin ses réactions montrent quand même qu'il y avait un projet. Ça se tend très sérieusement quand même. Oui, lors de ma dernière intervention sur ce plateau, le gouvernement américain avait proposé 50 millions de dollars à toute personne qui donnerait des informations visant à pouvoir capturer Nicolas Maduro. C'est quand même le double de ce que les États-Unis avaient proposé pour avoir la tête de Bin Laden. Aujourd'hui, effectivement, les États-Unis font fuiter cette nouvelle, au fait que les États-Unis, le président Trump a autorisé ses services de renseignement à mener ces opérations. Et en plus, de manière plus large, il y a plus de 10 000 soldats qui sont dans les Caraïbes. Donc il est clair qu'il y a une affirmation de cette volonté de changer de régime au Venezuela, avec les conséquences que cela pourrait avoir pour la stabilité régionale. On voit bien, par rapport à d'autres dossiers plus importants, disons dans la géopolitique internationale, je pense notamment à l'Ukraine et ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et les États-Unis, que Donald Trump peut changer du tout au tout en l'espace de quelques heures. Donc il faut rester prudent sur la réalité de ce qui peut arriver à l'avenir, mais il est clair qu'il y a eu un changement de perspective ces dernières heures. Annalisa ? En effet, un sujet sur lequel il a changé du tout au tout, c'est ses relations avec la Colombie. Donald Trump a parlé d'une possible opération en Colombie. Il a affirmé que Petro, le président colombien, est un baron de la drogue qui encourage fortement la production dans son pays. Et il a coupé les aides financières à la Colombie. Comment on en est arrivé là entre deux pays qui sont traditionnellement très proches? Effectivement, vous avez raison de le souligner, la Colombie était historiquement l'allié le plus proche des États-Unis. Avec un niveau d'aide financière colossal. Hein. Oui, notamment le plan Colombie qui a eu lieu après justement cette volonté de l'ancien président Uribe de mettre fin aux FARC, aux guérillas. Et il y a une très grande proximité entre les deux états-majors, les deux armées. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, cette sorte de rupture, elle est très importante à suivre, parce qu'elle fait suite à d'autres mouvements du gouvernement colombien qui essaie de se rapprocher de la Chine. La Colombie est le dernier pays qui a adhéré aux routes de la soie de Pékin. La Colombie souhaite adhérer à la banque des BRICS. Et donc on voit bien qu'il y a, de la part du gouvernement Petro, une volonté de changer ses priorités en matière de politique étrangère. Néanmoins, il faut bien avoir à l'esprit que le président Petro est en fin de mandat. Il y aura des élections présidentielles en mai prochain. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas convaincu que ce réalignement tiendra sur la durée. La plupart des candidats à la présidentielle ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils souhaiteraient se réapprocher du gouvernement américain. Alors pour se réapprocher, il faut lutter contre le narcotrafic. A priori, c'est ce qu'il demande. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des efforts visibles mis en place dans cette lutte contre les trafiquants ? Alors, il y a une volonté de la part des gouvernements latino-américains de s'attaquer à la question du narcotrafic. Néanmoins, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le marché des drogues aux États-Unis a notoirement évolué ces dernières années, notamment à la suite de l'arrivée du fentanyl dans les rues des États-Unis et du Canada. Cela a contribué à faire évoluer les routes de la drogue, notamment des drogues qui viennent d'Amérique du Sud, et je pense notamment à la cocaïne, vers les pays européens, et ça explique pourquoi il y a de plus en plus de cocaïne qui arrive en Europe, notamment via les ports, je pense en France au Havre, mais aussi Anvers, et avec tous les phénomènes de criminalité que cela entraîne. Mais ce qui veut dire qu'il y a un effort pour l'entrée aux États-Unis, que ça se déporte en fait, comme n'importe quel commerce dont les barrières seraient fermées et qu'il faudrait qu'il aille vendre ailleurs. Ce qui se passe, c'est que si on réfléchit
si on a un raisonnement économique, l'offre et la demande, malheureusement, s'il y a la demande, eh bien, si la demande existe, l'offre va se créer, étant donné qu'il s'agit d'un marché extrêmement lucratif. Là où il y a un point, et il me semble qu'il est intéressant d'analyser, c'est que, en effet, l'évolution du trafic de drogue aux États-Unis fait que de plus en plus d'Américains consomment du fentanyl au lieu de la cocaïne. Or, le fentanyl ne vient pas prioritairement d'Amérique du Sud, et notamment de Colombie ou du Venezuela. Il vient de précurseurs qui sont produits en Chine et qui sont par la suite transformés soit dans des laboratoires au Mexique ou aux États-Unis. Donc, c'est vrai que l'argument qui est utilisé par Washington justement pour s'attaquer à la Colombie ou au Venezuela ne tient pas trop la route, étant donné que ces pays ne produisent pas de fentanyl, mais plutôt de cocaïne qui, lui, est déporté vers l'Europe. Voilà. Annalisa. Justement, la lutte contre le narcotrafic est aussi un prétexte en réalité pour essayer de serrer la vis sur les États de cette région-là. On parle beaucoup dans les analyses outre-Atlantique de défense hémisphérique. C'est le retour d'une doctrine où Trump considère que tout ce qui est dans la moitié nord du globe finalement lui appartient. Est-ce que c'est le retour des logiques d'ingérence en Amérique centrale ? Ah ben, très clairement. D'ailleurs, je pourrais, amplifier ce raisonnement en disant que voilà, Donald Trump a d'ores et déjà manifesté son souhait d'annexer le Canada, le Groenland, le Panama. Donc, je pense que c'est une logique beaucoup plus large où le droit international n'a plus lieu d'être, en quelque sorte, où le respect des normes n'est plus en cours aujourd'hui à Washington. Or, les États-Unis étaient jusqu'à présent le garant de cet ordre international, du système onusien. Et donc, de ce point de vue-là, il est clair qu'il y a une régression en la matière, qu'il y a une volonté des États-Unis de refaire de l'Amérique latine son précaré, son arrière-cour, avec une grande évolution. Néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est le principal partenaire commercial de la plupart des pays de la région. Et ça pose énormément de problèmes pour les États-Unis, puisque certes, on peut constater qu'à court terme, certains pays choisissent de se rapprocher de Washington compte tenu des menaces qui sont proférées par les États-Unis. Je vais vous donner un exemple très concret, c'est le Panama qui a décidé d'abandonner le programme des routes de la soie de la Chine. Néanmoins, à long terme, ce qu'on voit bien, c'est un effritement de la confiance qu'ont les pays latino-américains vis-à-vis d'un partenariat avec les États-Unis. Merci beaucoup Gaspard Estrada d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.